ce que nous vous avons préparé. Alors, Sophia, voilà, Oui, tu ça vas y est, me c'est dire lancé. si tout marche bien. Je suis un petit peu sur l'écran. Tu Tout es va bien? parfaitement visible. Bon, très bien. Donc, allons-y. Donc, merci d'abord de votre intérêt pour le CIEDEL et pour sa formation. Et nous allons donc vous présenter cette nouvelle offre de formation qui s'intitule Chargé de mission de développement local. Alors, aujourd'hui, on a quelques points à vous présenter. Une courte présentation du CIEDEL, une présentation de notre formation, comment vous pouvez candidater, comment préparer votre venue et pour conclure, quelques points de rappel qui vous aideront à essayer d'en savoir plus ou à préparer votre venue. Donc, on voit dans la liste des participants qui sont là des personnes connues qui nous connaissent déjà un petit peu. Il y a également des personnes qui sont déjà inscrites, donc qui viennent probablement voir qui nous sommes et avoir un petit peu plus d'informations et justement réfléchir à leur venue. Et puis des personnes qui découvrent le CIEDEL pour... Alors, donc le CIEDEL, qui sommes-nous? C'est important pour nous de vous dire ce qu'est notre structure pour que vous compreniez le lien avec la formation proposée, parce que vous verrez qu'il y a une particularité au CIEDEL qui est celle de former des professionnels par des professionnels. J'y reviendrai tout à l'heure quand je présenterai l'équipe pédagogique, mais pour nous, il y a une interaction entre ce que nous pouvons faire sur le terrain, en France et à l'international, et la formation que nous mettons en œuvre. Donc le CIEDEL a été pensé en 1990 lors de sa création comme un institut médiateur entre la réflexion et l'action. Donc c'est un institut associé au pôle sciences juridiques, politiques et sociales de l'Université catholique de Lyon. Nous sommes juridiquement une association indépendante, mais nous sommes un membre de ce pôle de l'Université catholique de Lyon et la formation, celle que nous allons vous présenter aujourd'hui en tout cas, se déroule dans les locaux de l'université. Notre organisation est porteuse de valeurs. Nous avons, comme toute association, un projet institutionnel. Et ces valeurs, c'est de produire du changement à partir des territoires dans une perspective de justice sociale. Donc, ce à partir du territoire, vous allez le retrouver fréquemment. C'est peut-être le mot qu'on prononce le plus souvent, puisque c'est l'espace dans lequel l'espace local dans lequel se déploient et nos activités et la logique de notre formation. Donc, c'est un institut de formation et d'appui, comme je l'ai déjà indiqué. Donc, ce que nous faisons, ce sont des activités complémentaires qui concourent au renforcement des acteurs du développement local. Alors, on a d'abord cette formation certifiante que nous allons vous présenter aujourd'hui. Des formations in situ, sur mesure, pour des organisations qui en font la demande, des appuis à des organisations, à des expérimentations, la mise en œuvre de projets et de programmes et de la recherche-action, parce que quand on participe à tellement d'activités, de projets, de programmes dans des territoires très variés, on a l'envie et le besoin de formaliser toutes ces connaissances, tous ces savoir-faire en lien avec le monde de la recherche. Alors, je ne vais pas vous présenter en détail tout ce qu'on fait, mais quand même, au fil du temps, vous présenter les domaines et compétences clés que nous avons investis. Alors, tout d'abord, évidemment, l'accompagnement des dynamiques de développement local en France et à l'international, l'appui à la décentralisation et aux collectivités territoriales en émergence. Donc ça, c'est tout le champ d'activité que nous avons développé plutôt dans des pays où la décentralisation est arrivée plus récemment et où des collectivités territoriales se mettent en place
où il y a un besoin d'accompagnement. Nous avons également développé des activités et des compétences en lien avec le fonctionnement des organisations et l'accompagnement du changement. J'y reviendrai tout à l'heure quand je présenterai la formation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en lien avec l'état du monde, le contexte, le changement climatique, ses effets, l'effondrement de la biodiversité, des éléments forts de contexte qui vont impacter, enfin qui impactent déjà et qui vont impacter tout le monde à l'échelle de la planète, nous avons décidé de focaliser encore un peu plus notre formation sur ces problématiques. Nous avons également un champ très spécialisé autour des questions d'action extérieure des collectivités et de la coopération décentralisée, et puis des compétences méthodologiques spécifiques autour de la capitalisation, l'appui à l'expérimentation et aux innovations sociales et territoriales, l'évaluation, l'animation de territoire, pour ne citer que quelques-unes des compétences sur lesquelles nous travaillons et qui, bien évidemment, se retrouvent dans la formation. Alors, deux exemples très récents pour que vous compreniez la logique de ce que fait le CIEDEL. Un collègue a accompagné en Mauritanie l'appui à l'élaboration d'un projet territorial de développement d'une région en Mauritanie. Et par ailleurs, une autre partie de l'équipe travaille actuellement en France sur l'appui à l'expérimentation de ce que l'on appelle les territoires zéro non-recours, c'est-à-dire des territoires où des expérimentations sont menées pour permettre à toutes les personnes qui ont accès à des droits d'accéder à ces droits, alors que les difficultés sont nombreuses, complexes. Donc voilà, deux exemples qui montrent que nous essayons de penser les questions de développement local, aussi bien en France qu'à l'international, sur des sujets d'actualité en lien avec les besoins des territoires. Alors, concernant la formation, nous avons trois types de formation. D'abord, ce qui va faire l'objet de la présentation d'aujourd'hui, d'une formation longue certifiante de chargé de mission de développement local. Je reviendrai plus tard sur ce que veut dire ce mot certifiant. Un titre donc RNCP de niveau 7 qui se déroule à Lyon en présentiel. J'y reviendrai également. Nous avons des formations courtes pour des personnes qui auraient besoin de se former de manière plus ponctuelle. Donc, cela va de formations de 2-3 jours à des formations un peu plus longues de 4 semaines. Alors, ces formations, elles sont en présentiel ou à distance. Donc là, vous avez une offre de formation variée. Et puis, des formations ad hoc qui nous sont demandées soit par des structures en France, soit par des structures à l'international. Donc, je ne vais pas revenir sur ces formations courtes et les formations ad hoc à la demande, c'est que vous sachiez qu'il y a également cette possibilité, mais l'objet d'aujourd'hui, c'est bien la formation. Dernière chose, pour terminer cette rapide présentation, cela nous paraît important de signaler que nous avons une garantie qualité de notre formation. Donc, nous bénéficions du label Calliope, qui est un processus certifié par l'État français pour les actions de formation et les actions permettant de valider les acquis de l'expérience. Alors, venons-en tout de suite à ce qui vous intéresse, donc la formation chargée de mission de développement local. Alors, notre inscription au RNCP, donc le numéro que vous voyez là sur la diapo, RNCP 41144, a été renouvelé cet été. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc d'abord, quelle est la nature du diplôme obtenu à l'issue de la formation? Donc c'est une certification, c'est-à-dire que c'est un titre de niveau 7. Alors le niveau 7, c'est un équivalent Bac plus 5. Donc c'est une terminologie européenne
qui catégorise de niveau 4, 5, 6, 7. Alors, les personnes qui vont faire un doctorat sont les personnes qui vont être au niveau 8. Donc, nous, on est au niveau bac plus 5. Alors, un titre RNCP, pour en dire un petit peu plus, c'est quelque chose, c'est reconnu par l'État, qui permet à son titulaire de certifier des compétences, des aptitudes, des connaissances nécessaires à l'exercice d'un métier. Donc, vous voyez, on est bien dans le champ de la formation professionnelle. Et c'est un niveau qui est reconnu par l'État. Ça vous permet de savoir si cette formation, donc, elle est reconnue et si elle est adaptée au marché de l'emploi, parce que pour obtenir, nous, la reconnaissance de notre formation, on doit produire un dossier très conséquent montrant l'insertion de nos diplômés dans le champ professionnel et que deviennent les personnes qui se forment chez nous. Alors, les objectifs de la formation, j'y viens tout de suite. Donc, notre formation, elle prépare à un métier. Donc, je vais y revenir dans une minute. Mais ça va permettre aux personnes de redonner du sens à leur action, de s'outiller, de travailler la posture, parce que tous, comme professionnels, nous avons des postures de travail, acquérir des compétences, mais aussi s'inscrire dans des réseaux. Donc, vous voyez, cette question de la méthodologie au service du sens, elle a toujours été fondamentale, centrale au CIEDEL. Pour vous donner un exemple très simple, quand on fait une évaluation, c'est par rapport à quelle finalité on fait cette évaluation. La méthodologie de l'évaluation, c'est quelque chose qui est utile. Aujourd'hui, les politiques publiques sont évaluées, mais pourquoi on évalue une politique publique, par rapport à quel contexte? C'est à ça que la formation espère vous donner accès, c'est-à-dire une réflexion en lien avec vos pratiques professionnelles. Une prise de recul et une réflexion. La question du réseau, je viens de la mentionner, elle est importante aussi, c'est de vous permettre de vous insérer dans un réseau professionnel international, puisque vous allez voir, c'est aussi une spécificité de notre formation. Le métier visé, c'est chargé de mission de développement local, donc au service de l'accompagnement des transitions territoriales. Alors, on va revenir 2 secondes sur ce que c'est que la réponse à cet enjeu d'accompagnement des transitions. Donc, une petite définition, transformation profonde et progressive du fonctionnement d'un territoire, conduit par différents acteurs, les pouvoirs publics, les citoyens, les associations, les entreprises, d'autres acteurs également présents sur le territoire, pour réduire l'empreinte des activités humaines et parvenir à un développement durable. J'en ai parlé tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui dans un monde où le changement climatique produit des effets sur les territoires, où l'effondrement de la biodiversité fragilise les équilibres, fragilise l'agriculture, fragilise notre environnement, etc. Donc, il nous a paru important de donner plus de place à ces aspects dans notre formation. Et il s'agit bien on parle bien des transitions plurielles, hein, avec un S, parce que ça concerne aussi bien le domaine économique, le domaine énergétique, la question sociale, la question environnementale, etc. Et il s'agit à la fois donc différentes thématiques, mais d'un processus transversal. Donc, bon, je ne vais pas commencer un cours sur ce que sont les transitions, mais ça nous semble important de poser ça comme introduction à la présentation de la formation. Dans ce cadre-là, c'est quoi le rôle du chargé de mission de développement local? Dans cette perspective, le chargé de mission de développement local, c'est une personne qui va être à l'interface entre l'élaboration de stratégies et la mise en œuvre des actions sur un territoire. C'est aussi une personne qui va mobiliser les acteurs de ce territoire, qui va accompagner les décideurs et qui va être capable surtout de favoriser une synergie entre toutes ces parties prenantes. Donc, vous voyez ce rôle vraiment entre la réflexion et l'action
et cette capacité de mobilisation. Alors, ça paraît des grands mots, des grandes idées, mais ça s'incarne de manière tout à fait concrète ensuite, bien sûr dans la formation, mais dans les activités de professionnels que vous êtes. C'est aussi une personne qui est à la fois à l'écoute, mais en capacité de proposer des choses. C'est une personne qui accompagne le changement au niveau des organisations et du territoire. Donc, vous voyez, la tâche pour un chargé de mission de développement local est assez importante, mais on va dire que le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire il y a quand même des enjeux à former des personnes qui soient en capacité de jouer ce rôle à la fois d'animateur et de force de proposition. Alors, des exemples très concrets de postes, c'est des exemples que nous avons mis dans notre dossier pour avoir cette homologation. Donc, chargée de développement local d'une communauté de communes, en France par exemple, animatrice d'un réseau de solidarité, responsable d'un programme pour une ONG internationale, agent de développement, transition et habitat d'une communauté de communes, chargé de mission planification et transition territoriale, coordinateur d'un tiers-lieu. Ce sont des exemples, ça n'épuise pas la variété des postes possibles en lien avec ce métier, mais ça montre aussi la diversité des environnements dans lesquels ces postes peuvent se déployer. J'avais mis aussi coordonnateur d'un dispositif territoire zéro non-recours, par exemple. Alors, les grandes activités de ce métier, on en a pris quelques-unes à titre d'exemple, pour que vous voyez de quoi il s'agit. Là aussi, ça n'épuise pas le sujet. Ça peut être l'appui à la réalisation de diagnostics de territoire. Ça va concerner l'animation territoriale, l'accompagnement au changement des personnes et des organisations. Ça peut être aussi le lancement d'appels à projets, l'identification de partenaires. Alors, je vous emmène pour juste l'espace d'une diapo dans les cuisines de l'ingénierie pédagogique pour vous montrer en fait comment on construit une offre de formation. Donc, une fois qu'on a identifié les métiers, c'est-à-dire les activités autour du métier auquel on veut former, on va déconstruire ces activités en compétences et ces compétences ensuite vont se décliner en modules de formation. Donc, c'est comme ça qu'on a construit notre offre de formation et c'est ça qui va me permettre de vous expliquer maintenant très concrètement comment cette formation est organisée. Alors, je pense que c'est ça qui va vous intéresser le plus. Alors, vous avez d'abord 3 blocs de compétences de tronc commun. Donc, le premier, c'est concevoir ou participer à l'élaboration des politiques et projets de transition territoriale. Le deuxième, c'est mettre en œuvre et piloter ces politiques publiques ou ces projets de territoire, une fois qu'on est passé à la phase de diagnostic, conception, on met en œuvre. Le bloc 3 est un bloc qui est transversal, c'est l'accompagnement et l'animation des relations entre les acteurs. C'est pour ça que vous allez voir que dans notre maquette, ne soyez pas surpris, il apparaît en début d'année. Parce que dans ce bloc 3, il y a des compétences qui vont servir aussi bien pour la conception ou l'élaboration de politique que pour la mise en œuvre et le pilotage. Ensuite, vous avez un bloc à choisir parmi 4 proposés. Accompagner la vie associative locale, préparer les territoires au changement climatique, donc là qui zoome encore un peu plus sur cette question du changement climatique, renforcer la solidarité et la citoyenneté sur les territoires, accompagner le développement économique local durable. Donc je répète, la formation, c'est donc 3 blocs de compétences et un bloc à choisir parmi les 4 proposés. Alors, comment tout ça se matérialise concrètement? C'est les points qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire à la fois l'architecture de la formation tout au long de l'année et puis le rythme
de cette formation. Alors, l'architecture de la formation, comme je viens de vous le dire, on commence par le bloc 3, ne soyez pas surpris. Nous avons ici 3 modules. L'introduction aux transitions, l'animation de territoire et les innovations, transformer ses pratiques pour faire évoluer son organisation. L'accompagnement du changement, c'est ça aussi qui va guider ensuite le reste des compétences que vous pourrez venir acquérir si vous venez au CIEDEL. Donc ça, c'est le début de l'année. Ensuite, nous avons un module axé sur le diagnostic de territoire, ces méthodes et outils, l'élaboration d'un projet de territoire, et un 3e module qui s'appelle coopérer et mobiliser les ressources dans le cadre d'un projet territorial. Dans ce dernier module, on aborde à la fois les questions de coopération entre acteurs sur un territoire. On va également travailler la question de l'élaboration d'appels à projets, de comment on suscite des initiatives d'acteurs du territoire pour faire vivre le projet de territoire, et puis aborder la question du financement du développement local, puisque c'est quelque chose qui est important, comment on mobilise des ressources au service du projet du territoire. On continue dans l'année et nous arrivons à 2 nouveaux modules, piloter et évaluer l'impact d'un projet de transition territoriale, et un dernier module qui s'appelle capitalisation et retour d'expérience. Enfin, il y aura le bloc à choisir, j'ai déjà parlé tout à l'heure, je ne répète pas, mais donc parmi ces 4 propositions, accompagner la vie associative locale, préparer les territoires au changement climatique, etc., il faudra choisir vers quoi vous voulez plutôt mettre l'accent, plutôt la question économique, plutôt la question de la solidarité ou plutôt le changement climatique. Une fois cette formation, on va dire, disons ces modules suivis, l'année s'est déroulée, vous allez procéder à ce qu'on appelle le repositionnement professionnel, c'est-à-dire une réflexion qui aura été d'ailleurs entamée dès le début de l'année sur, eh bien, maintenant que j'ai acquis ces nouvelles compétences, ces nouveaux savoirs, ces nouveaux savoir-faire, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Vers quoi je vais m'orienter? Vers quel type de poste? Enfin, ou dans quelle structure, dans quel pays je vais essayer de trouver du travail? Donc ça, c'est un travail que j'en reparlerai tout à l'heure, mais qu'on vous aide à faire et qui est présenté en fin d'année et qui vous aide à définir quelques scénarios. Alors, on ne lit pas dans une boule de cristal, bien sûr, hein, on ne lit pas dans l'avenir, mais on essaye de vous aider à réfléchir à votre retour à l'emploi. Et puis, un stage. Alors, le stage, il n'est pas prévu dans la maquette de formation. Il est optionnel, comme c'est écrit très clairement sur la diapo. Néanmoins, il y a des personnes, et donc là, dans le webinaire, j'en identifie au moins une, qui peuvent vouloir faire un stage. Donc, si vous trouvez un stage en lien avec la formation, nous pouvons signer une convention avec l'organisation qui accepte de vous recevoir en stage, et ça vous permet de tout de suite mettre en application les compétences acquises. Ça vous permet également d'enrichir votre réseau et votre expérience professionnelle. Alors, après, je ferai une petite pause, Sophia, s'il y a des questions en lien avec tout ce que je dis. Je présente juste une dernière diapo. C'est le rythme de la formation. Donc, la formation, elle est organisée en modules. Donc, un module, c'est quoi? C'est un cours entre 2 ou 3 semaines qui permet d'acquérir une ou plusieurs compétences. Alors, le rythme de la semaine, c'est 3 jours de face-à-face et 2 jours de travaux dirigés. Et une journée compte 6 heures de cours. Voilà, grosso modo. Ah oui, pardon, dernière chose, les dates. Donc, 1er décembre 2025 au 26 juin 2026, sachant que je ne l'ai pas écrit sur la diapo, mais les 15 premiers jours de la formation qui correspondent au module
sur la question des transitions, ce que j'ai présenté juste avant, est un module à distance. Nous avons expérimenté cela l'an passé. Ça permet aux personnes qui viennent de loin de commencer à entrer dans la formation tout en finissant leurs préparatifs, en obtenant leur visa et en se préparant mieux, en tout cas on l'espère, à leur arrivée en formation. Donc, un premier module les 2 premières semaines de décembre en distanciel et ensuite une formation exclusivement en présentiel de janvier à fin juin. Alors, à ce stade, Sophia, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions pour l'instant, mais je rappelle du coup que vous pouvez poser toutes vos questions là dans le chat de discussion, que ce soit sur tout ce qui a été abordé jusque-là, par rapport au rythme, au contenu. N'hésitez pas. Ok, merci beaucoup. Alors, ce que je vais faire juste là pour une dernière chose à propos de la formation, c'est les modalités d'évaluation des compétences. Donc, vous avez des travaux d'évaluation des compétences qui ont lieu régulièrement tout au long de l'année. Ils sont évidemment en lien avec les modules de formation que vous suivez pendant l'année. Ils peuvent avoir lieu soit sur le lieu de formation ou à l'extérieur. Cette année, il y aura beaucoup de travaux écrits à rendre, mais il peut y avoir aussi des oraux pendant les modules. Donc ça, vous aurez un calendrier de ces modalités d'évaluation. Pour obtenir le titre, c'est-à-dire la certification complète, l'étudiant doit avoir au moins 10 sur 20 à chacun des 4 blocs de compétences. Et la note de bloc, elle est produite par la moyenne des travaux d'évaluation. Donc, ça, voilà, c'est pareil, c'est un peu de la cuisine interne, mais évidemment, on est là pour vous expliquer ça à votre arrivée. Je précise une chose, il est possible de venir sur plusieurs années parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément venir de se libérer pendant 7 mois pour faire une formation. Donc, il est possible de venir suivre, par exemple, un bloc de compétences une année, puis un autre bloc l'année d'après, etc. On vous encourage quand même à essayer de venir de manière groupée dans la mesure du possible parce que c'est parfois compliqué d'alterner une période de formation, retour à l'emploi et d'étaler ça sur 3 ans. D'autant plus qu'aujourd'hui, les homologations en lien avec le RNCP sont sur des durées assez courtes. Donc voilà, ça complique les choses. Donc si vous pouvez venir sur une période complète, c'est mieux. Donc Sophia, s'il n'y a pas d'autres questions à ce stade, je vais avancer. Oui, tu peux, on a répondu aux questions avec Catherine dans la discussion directement. D'accord. Ok. Donc j'ai vu quelqu'un qui lève sa main, donc il faut rappeler qu'on ne va pas pouvoir donner la parole, mais n'hésitez pas à mettre dans le chat vos questions ou remarques. Les plus de la formation maintenant. Donc, nous, on met en avant 3 choses. Une équipe, une pédagogie expérientielle qui est fondée sur l'andragogie, je vais revenir juste après, et puis un accompagnement personnalisé. Alors, première chose, l'équipe. Qui va me former? Alors, c'est une équipe pédagogique expérimentée et en activité. Vous voyez que j'ai souligné en activité. Donc, 7 personnes, Jérôme Payen, moi-même, je suis à la fois directrice des études, mais aussi formatrice. Kadiatou Konaré, qui est présente. Alors, Kadiatou, tu viens de... Alors, est-ce que les gens voient Kadiatou, Sophia? Normalement, oui, là, je l'ai mis en avant pour tout le monde. Ah, très bien, voilà. Donc, Kadiatou qui fait partie de l'équipe et qui assiste au webinaire aujourd'hui. Anna Maria Oliveira, Audrey Lopis, Emmanuel Robert et Marc Terris, qui a rejoint l'équipe récemment. Donc, ça veut dire quoi une équipe expérimentée en activité? Bon, expérimentée, vous voyez qu'on a quand même un peu des cheveux blancs, certains, enfin certains plus que d'autres. Donc, ça fait quand même quelques années qu'on travaille dans les champs
du développement local, de la décentralisation, tous ces sujets que je vous ai présentés en introduction. Et en activité, ça veut dire que les personnes qui font la formation sont des personnes qui ont des missions de terrain en parallèle de la formation. Donc, nous avons tous nos champs d'expertise. Prendre quelqu'un, voilà, en ce qui me concerne, je donne un exemple, c'est plus simple. Mon champ d'expertise, c'est quand même beaucoup les questions de décentralisation et d'accompagnement de l'action extérieure des collectivités. Je fais aussi beaucoup d'évaluation. Voilà, donc, et je travaille beaucoup sur les questions de coopération. Donc, sans surprise, vous me retrouverez en formation sur les questions, par exemple, sur le bloc coopération. Bon, c'est un exemple que je donne, je ne peux pas vous dire en détail chacun. Vous nous retrouverez sur notre site internet et vous pourrez voir un petit peu plus qui nous sommes. Deuxième chose qui paraît importante, c'est les grands principes de la pédagogie du CIEDEL. Alors, au fil du temps, le CIEDEL a affiné ce qu'il appelle la pédagogie expérientielle, donc qui part toujours de l'analyse de l'expérience des étudiants pour aller. Alors, en plus, je dis quelque chose, étudiants, la moyenne d'âge des personnes qui viennent au CIEDEL, c'est 39 ans. Hein, donc, le terme étudiant est plus joli que le terme d'apprenant que nous devrions utiliser. Mais néanmoins, donc, les personnes qui viennent au CIEDEL sont des professionnels en activité. Donc, on part toujours de l'analyse de l'expérience des participants à la formation. La deuxième étape de cette pédagogie, c'est la formalisation des savoirs. Donc, quand même, mettre en regard votre expérience, vos expériences avec des savoirs théoriques. Ensuite, nous proposons des nouvelles méthodes, des savoir-faire. Donc ça, voilà, c'est de l'outillage. Et nous vous proposons d'appliquer sur le terrain tout de suite, pendant la formation, ces outils. Alors, si on peut traduire ça, alors, j'ai mis au centre la question de l'andragogie. On est bien dans la formation pour adultes. Hein. Donc, quand vous venez au CIEDEL, vous n'êtes pas assis en salle, à une table, à écouter quelqu'un parler. C'est en fait l'exact inverse de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La pédagogie du CIEDEL, c'est la mise en situation permanente des expériences et la mise en application des nouveaux outils que nous vous proposons. On illustre ça, donc une pédagogie basée sur l'expérience des participants. Donc là, vous voyez des étudiants qui réfléchissent à, bon, je ne me rappelle plus quel était le sujet le jour où nous avons pris cette photo, mais en tout cas, voilà, ça carbure. Corinne, Ensuite, excuse-moi de effectivement, il y a t'interrompre. des... Il y a un petit Oui, problème de lag en fait. Là, on te voit figé et on n'a pas l'image que tu partages. ah, Un petit alors, problème de connexion. est-ce que ça va mieux? Alors là, on a l'image et toi, tu es toujours Oui, figé. Ah, alors, ben, est-ce que je vais départager mon écran, le repartager peut-être? Peut-être, ouais, tu peux essayer. Ah Excusez-nous, c'est voilà. les aléas du direct. Alors, est-ce que je réapparais? Est-ce qu'on voit bouger l'image? Une pédagogie basée sur les expériences des participants? Pas encore. Là, on a encore le. Alors oui, là, c'est bon. Ouais. On a le fond, mais toi, tu es toujours un petit peu flouté, quoi. Ah, mais pourtant, je suis en T'es sur filaire. la Hein. Je Wi-Fi? suis pas en... Ah, t'es en Non, filaire? non, non, Bon. je suis en filaire. Non. Donc, je peux pas. Peut-être qu'il y a trop de photos, d'images, je ne sais pas. Alors, je vais désactiver les caméras. Ouais, Je vais désactive désactiver peut-être la les mienne. caméras. Excusez-nous. C'est bon, je peux continuer, Sophia? Ouais, vas-y, continue, continue.
Alors, donc la pédagogie, donc je donnais l'exemple donc de la pédagogie basée sur l'expérience des participants. La formalisation des savoirs, donc là, on a un apport, un cours, une présentation plus théorique. L'acquisition de nouvelles méthodes ici, bah, pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui et qui ont construit l'expérience du pont pendant le module capitalisation, ils reconnaîtront l'exercice. Et puis, des applications sur le terrain. Ici, on a des étudiants, la photo en haut à gauche, des étudiants qui euh, participaient à un diagnostic de territoire. Et puis en bas, aussi dans le module diagnostic, l'exercice du porteur de parole, c'est-à-dire donner la parole aux habitants d'un quartier autour d'une question de diagnostic. Donc, on va proposer l'outil et descendre au bas de l'université, dans le quartier, pour tout de suite mettre en application ce savoir-faire. Alors, j'ai ajouté quelque chose, un point fort très très important pour nous dans la formation du CIEDEL, c'est les rencontres interculturelles. Alors, j'insiste sur un point, c'est que notre définition de l'interculturel, c'est bien sûr la rencontre des pays. Je vous montrerai plus tard le nombre de nationalités présentes pendant une année de formation au CIEDEL, mais c'est aussi la rencontre des générations. Le monsieur que vous voyez en haut à gauche avec les cheveux blancs n'est pas du tout un formateur, mais bien un étudiant. Tout à l'heure, j'ai dit 39 ans de moyenne d'âge. Eh bien, il y a des gens qui ont plutôt 28 ans et puis il y en a qui ont plutôt 60 ans. Donc, ça se répartit dans cet intervalle. Et puis surtout, ce qui est encore plus important, c'est la rencontre interculturelle autour des métiers et des cultures professionnelles. C'est-à-dire que vous avez dans la formation du CIEDEL aussi bien des responsables d'ONG que des personnes qui travaillent en collectivité territoriale ou qui peuvent être, on a eu une année, quelqu'un qui était sous-préfet euh, au Sénégal. Voilà, donc on a une rencontre. Alors ça nous paraît fondamental parce que c'est ensuite cette rencontre qui aura lieu sur les territoires. Concrètement, le chargé de mission de développement local, il doit être capable de faire travailler ensemble aussi bien les personnes de l'État, des collectivités, des associations de quartier, des ONG professionnelles, des consultants, voilà, tous les acteurs qu'on va rencontrer sur un territoire. Un chargé de mission de développement local, il doit être en capacité de faire travailler tous ces gens ensemble. Et donc, le vivre concrètement dans la formation doit vous permettre ensuite d'être plus à l'aise avec des personnes qui ne pensent pas comme vous, qui ne travaillent pas comme vous, qui n'ont pas les mêmes références. Et c'est ce décentrement, cette capacité à voir et à expérimenter comment pense l'autre, comment il agit, qui sera un plus vraiment pour ensuite votre activité professionnelle. Dernière chose, sur les plus de la formation, c'est l'accompagnement personnalisé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose, qui n'est pas toujours saisi par les personnes à, à sa juste valeur, mais c'est donc le tutorat. Donc c'est cet accompagnement dans la réflexion sur le repositionnement professionnel. Donc c'est un accompagnement individualisé ou en groupe, mais en tout cas qui permet, à peine vous arrivez, on vous dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire après? Donc, en principe, ça, c'est des choses que vous nous aurez écrites dans votre dossier, mais c'est vraiment d'avoir constamment en tête ce que je vis en formation, comment je vais le réinvestir sur le terrain et où j'aurais envie ensuite d'aller une fois que j'aurai terminé ma formation. C'est aussi le lien avec le territoire et des professionnels. Donc, vous voyez ici, c'était l'ouverture de ce qu'on appelle les repas partagés. Ici, c'était un forum, une rencontre avec des associations du territoire. Là, c'est des étudiants qui sont allés présenter ce qu'ils faisaient dans une radio locale à Lyon. Voilà. Donc, c'est différentes occasions que nous essayons de vous proposer pour que vous puissiez rencontrer les acteurs de ce territoire.
Et puis, avec qui vais-je me former? Donc, vous l'avez compris, nous sommes une formation qui réunit des gens de différents pays. Alors, en 2024-2025, nous avions 14 nationalités et des profils très variés. Alors, nous avions par exemple la chef du service aménagement urbain d'une mairie du Bénin, Inès. Nous avions une personne responsable au sein d'une ONG World Vision basée en France, donc Alexandra. Nous avions un consultant togolais, Sébastien. Nous avions une personne en charge du développement de réseau information jeunesse en France, Céline. Nous avions le directeur exécutif de l'ONG Agile en Guinée, Pépé, qui est avec nous aujourd'hui, par exemple. Voilà, donc des profils très variés, aussi bien quant à comme je l'ai dit tout à l'heure, leur emploi, leur métier, en fait, enfin, disons pas leur métier, leur employeur, c'est ce que je voulais dire, et aussi les nationalités. Donc, ce sont des exemples, hein, mais pour illustrer cette diversité. Après la formation, alors, on va présenter rapidement 4 profils. Euh, Tout d'abord, une personne qui était Lily, conseillère en insertion professionnelle dans une structure associative, qui ensuite euh, s'est insérée au sein d'une collectivité territoriale comme chargée de mission dans le domaine de l'insertion. Nous avions Marion qui était consultante pour un bureau d'études et qui, pareil, a intégré une collectivité territoriale. Alors, ne voyez pas ça comme tous les parcours ne se ressemblent pas, hein. Tout le monde ne vient pas de l'associatif pour aller vers des collectivités. Vous avez l'inverse, des gens qui vont arriver de collectivités ou de services de l'État et qui ont pour ambition soit d'ouvrir un bureau d'études, soit de partir plutôt dans le secteur privé. Donc, on a la variété. Nous vous présentons ces profils, mais il y en a d'autres. Bénévoles, militants d'associations. Donc, c'est pour ça que nous l'avons accepté en formation. Et il a ensuite continué, après le CIEDEL, comme agent de développement politique de la ville sur une expérimentation territoire zéro dans la région d'Angers, si je ne dis pas de bêtises. Et un autre profil complètement différent, Fidèle, qui était responsable du département eau, hygiène, assainissement pour Oxfam dans son pays, qui ensuite est passé par SOS Sahel comme chef de projet et qui aujourd'hui est coordinateur projet d'appui au complexe binational d'aires protégées transfrontalières. Voilà. Donc des profils très, très, très variés. Ce que je voulais dire, et après je vais m'arrêter de parler et je passerai la parole à ma collègue Catherine qui va vous présenter comment on s'inscrit dans cette formation. Mais si vous vous intéressez à la formation du CIEDEL, nous serons heureux de vous mettre en relation avec nos anciens parce que nous pensons que c'est vraiment eux qui parlent le mieux de la formation du CIEDEL, de comment ils l'ont vécu de l'intérieur. Alors, vous avez vu, j'ai parlé de changements, il y a des nouvelles thématiques qui vont être abordées. Cependant, il y a quand même une sorte de marque de fabrique, de manière de travailler. Et donc ça, ils pourront vous en parler si vous le souhaitez. Voilà, donc avant de passer la parole à Catherine, Sophia, à nouveau, je demande s'il y a des questions. Et puis sinon, Oui, je il y a vais... pas mal de questions, pas mal de réactions. Ouais. Alors, une petite rafale de questions de réseau RAGVD, pardon, Guinée. Donc, quelles sont les modalités d'évaluation des compétences? Quels sont les frais liés à la formation? Combien de temps est accordé pour effectuer le paiement? Quelles sont les modalités de paiement? Quel est le rythme de la formation par semaine? Ça, on y a répondu à la dernière question. Euh, Alors, tout ce qui concerne les aspects pratiques, on va y venir maintenant. Donc, je ne vais pas répondre à cette question. Il y avait une question plus voilà. pédagogique sur les modalités d'évaluation. Alors, c'est vraiment, elles sont assez variées.
ça peut être un oral, ça peut être un jeu de rôle. Donc, vous avez globalement des travaux individuels écrits à rendre. Euh, donc, vous verrez, là, on ne vous a pas montré le calendrier. Je vous ai montré l'architecture de la formation. Je ne vous ai pas montré le calendrier en détail. Mais entre les blocs de compétences, il y a des périodes pour préparer des travaux d'évaluation en lien avec les modules que vous aurez suivis. Voilà. Donc des temps dédiés à la préparation de vos travaux. Donc nous donnons en début de formation le cahier, ce qu'on appelle le cahier des charges, c'est-à-dire la feuille de route du travail à faire pour évaluer la compétence. Donc, vous arriverez jamais un jour et on va vous faire un devoir sur table surprise. Ça n'existe pas. Mais c'est quand on débute, on explique, voilà, telle compétence, elle sera évaluée comme ça et on donne un cahier des charges. C'est bon sur les aspects pédagogiques, sur les aspects Non, pratiques? Ah, encore une pardon. question de Oui. Mordio, alors qui donc serait indisponible du 15 décembre au 22 décembre par rapport à un projet de coopération avec Nantes, qui dit, est-ce que cela peut porter atteinte à mes cours en ligne par Ah rapport non, à la non, 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 parce présence, que tout les ça? 2 premières semaines, c'est du premier au... Non, non, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Ok. Et après, donc bon, pour les visas, ça on répondra après. Bon, il y a plusieurs questions sur les visas, donc on se les garde pour après. Ok. Donc Catherine, alors peut-être je vais arrêter le partage pour enlever ma... Catherine, c'est bon pour toi? Je peux remettre le PowerPoint pour que tu présentes la suite? Non, Oui, c'est bon peut-être pour le moi. micro. Ouais, ok, très bien. Bon, alors je vais mettre le... Hmm. Voilà, Donc, donc on aborde je... la partie candidater. Je te passe la parole. Merci. Donc, je suis Catherine, l'assistante du CIEDEL. Je vais vous expliquer un petit peu comment candidater. Donc, il faut remplir et nous renvoyer un dossier de candidature. Il y a des prérequis à la formation. Si vous êtes suivant votre niveau d'études. Soit vous avez le bac, à ce moment-là, on attend de vous que vous ayez au moins 10 ans d'expérience. Si vous avez à partir d'un bac plus 3, on a besoin de moins d'années d'expérience, c'est de 3 ou 4. Et si vous avez un bac plus, si, pardon, si vous sortez du bac, vous pouvez éventuellement intégrer la formation à condition de justifier d'au moins 2 ans d'expérience de terrain à travers d'engagement associatif, du volontariat, du bénévolat. Donc, c'est très important c'est indispensable de nous renvoyer ce dossier de candidature et c'est très important de très bien le remplir. C'est-à-dire que dans ce dossier, vous verrez qu'il y a des questions sur des questions basiques sur votre numéro de téléphone, votre mail, ce genre de choses, votre niveau d'études, mais il y a aussi tout un tas de questions qui portent sur vos expériences justement et sur les attendus que vous avez sur cette formation. Et ça nous permet de voir si la formation va répondre à vos attentes. Ça nous permet de voir si vous avez le niveau pour suivre la formation sans être en difficulté, si vous avez suffisamment d'expérience pour pouvoir alimenter les contenus de formation avec vos expériences. Le dossier de candidature, vous le trouvez très facilement sur le site du CIEDEL. Sinon, vous me le demandez à l'adresse CIEDEL Formation et je vous le renvoie. Voilà. Il y a toute une liste de pièces à joindre. Ne pas les oublier, c'est aussi important pour nous. Parmi ces pièces, il y a le CV, la copie du passeport,
la copie du diplôme, les relevés de notes, qu'est-ce qu'on demande d'autre? Un acte de naissance, ce genre de choses. Voilà, c'est important d'avoir un dossier bien complet. Voilà. Alors, ce dossier, il est examiné par un comité pédagogique qui donne un avis. Et si votre dossier, si votre candidature est validée, vous allez recevoir une attestation de pré-inscription et puis un devis. Donc le devis, petite précision, j'ai vu passer des questions là-dessus. Le coût de la formation pour cette année, donc 25-26, c'est 8 050 € plus 300 de frais d'inscription, ce qui fait un total donc de 8 350 €. Voilà, et donc ces documents que vous avez reçus vous permettent de... le diapo, ça va trop vite là, Corinne, hein, j'en suis pas là Ah, du tout. pardon. Enfin, si. Euh, Donc, je disais que ces documents vous permettent de chercher un financement parce que il vous faut prévoir non seulement ces 8 350 € de frais de scolarité, mais il faut prévoir aussi tout un tas de frais annexes. Une année de formation à Lyon, ça coûte, c'est plutôt autour de quasiment le double, 16 000 €, parce qu'il faut compter bien sûr les frais de vie sur place, il faut compter le logement, il faut compter le billet d'avion si vous venez de loin, tous les frais annexes, visa, transports locaux, enfin il y a des tas de frais, donc c'est bien à prévoir dans votre budget. Donc, quand on parle des... Oui, dans les frais de... Le coût d'un séjour, j'ai pas... Il y a éventuellement aussi les frais de téléphone, mais enfin ça, vous les avez probablement aussi déjà chez vous. Euh, Et les frais de visa, oui. Donc, suivant votre situation, vous avez plusieurs possibilités pour financer la formation et le séjour. Donc, si vous êtes en France, il y a des dispositifs avec le transition professionnelle, avec Pôle emploi, avec le compte personnel de formation et évidemment les fonds propres, mais ça c'est valable pour tout le monde, en France ou à l'international. À l'international, vous pouvez demander à votre structure, vous pouvez demander aux partenaires de votre structure si elle en a. Donc, votre employeur, il y a les sponsors privés, la famille, les amis, l'entourage. Et le CIEDEL a aussi un dispositif de bourse. Donc, ce dispositif, ça permet de compléter les frais de vie pendant le séjour en France. Le dispositif, donc ça ne concerne pas, c'est ce qu'on appelle, on dit les pays du Sud. Donc, pas les Français, c'est un complément. Il faut bien penser que ça ne va certainement pas couvrir tous vos frais de vie. Il y a un dossier à constituer avec un formulaire qui vous est envoyé avec votre devis et votre préinscription et qu'il faut nous renvoyer avec tout un tas de justificatifs de ressources, de salaire, avec des choses qui concernent votre projet de formation. Et la commission des bourses examine les dossiers avec des critères qui sont l'âge, le genre, le profil. Voilà. Donc, une fois que vous avez trouvé vos financements et payé vos frais de scolarité, on vous envoie une attestation d'inscription
Et suivant les cas, une attestation de bourse si vous avez une bourse du CIEDEL, une attestation de logement si vous avez un logement par l'intermédiaire du CIEDEL. Et on vous aide à préparer votre arrivée suivant les cas, avec une information autour des logements, autour des transports. On peut aussi vous mettre en lien avec un étudiant des années précédentes, si vous en avez besoin ou si vous nous le demandez. Et maintenant, on en est aux démarches de visa. Donc, les papiers qu'on vous a envoyés vous permettent de faire votre demande de visa. Donc, pour constituer un dossier de visa, il va vous falloir à minima, parmi les documents qui émanent du CIEDEL, l'attestation d'inscription, si c'est le cas, l'attestation de bourse, et si c'est le cas aussi, l'attestation de logement. Après, vous aurez les Campus France vont vous demander des tas d'autres documents, entre autres les copies de vos diplômes, les relevés de notes, tous vos diplômes depuis, c'est-à-dire le bac, la licence, le master et au-delà si vous avez. Donc, ils vous demandent tout ça avec les relevés de notes, avec le CV. Bref, il faut constituer tout un dossier. Ensuite, vous êtes en général convoqué à Campus France. C'est dans le but c'est un double but. Vérifier votre niveau de langue déjà, et ensuite vérifier votre projet professionnel, la raison de votre reprise de formation. Donc, il faut bien préparer ce rendez-vous quand vous êtes invité à Campus France. Argumenter, expliquer pourquoi vous avez choisi le CIEDEL, pourquoi vous voulez reprendre une formation, qu'est-ce qui justifie votre choix. Enfin, vraiment, il faut vous préparer. Bien vous préparer. Et si vous avez besoin de conseils plus personnalisés, vous pouvez nous solliciter. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, non? Il y avait se loger. Alors, se loger, alors pour se loger, vous avez plusieurs options. Si vous pouvez, vous êtes parfaitement libre de vous débrouiller tout seul. Vous pouvez solliciter votre propre réseau si vous avez de la famille ou des amis qui peuvent vous loger sur place ou vous aider. Et vous pouvez aussi nous solliciter. Donc nous, on a, en tant qu'organisme de formation, on a des ressources un petit peu limitées, mais nous avons quand même une convention avec avec un centre de logement étudiant qui s'appelle le Crous. Donc, on a tous les ans, on négocie pour avoir quelques chambres, quelques logements en convention avec eux. Donc, le CIEDEL dispose, grâce à ça, tous les ans, de quelques chambres ou studios dans des résidences universitaires. Donc, mais sachez qu'on n'a pas nécessairement des places pour tout le monde. Donc, ceux qui ont l'opportunité, la possibilité de se débrouiller autrement sont les bienvenus, si j'ose dire. Voilà, mais on a bien conscience que c'est difficile et on essaye de négocier tous les ans suffisamment de logements pour nos étudiants, mais on est parfois, on doit le dire, un petit peu coincé ou un petit peu limité. Voilà. Est-ce qu'il y avait des Peut-être. questions? Oui. Alors, je vais revenir un peu sur les questions du début sur les visas. Le Campus France est toujours un passage obligatoire pour l'obtention du visa. Oui et non. C'est-à-dire que en, en théorie, non, c'est pas obligé. En pratique, si, c'est obligé. Donc faites-le et si c'est eux qui vous diront si ils veulent pas vous voir, ils n'ont pas besoin de voir votre dossier, si vous pouvez faire votre demande en dehors d'eux. Mais en général,
on a l'expérience des années précédentes, les étudiants qui essayent d'obtenir un visa en s'adressant directement au service consulaire sans passer par Campus France sont gentiment renvoyés vers Campus France. Donc moi, je vous conseille de faire les démarches dans l'ordre classique, c'est-à-dire Campus France. Voilà. Ok. C'est un peu Est-ce que vous... compliqué parce qu'officiellement, on est un organisme de formation professionnelle, donc vous ne devriez pas avoir à passer par Campus France, mais dans les faits, on le demande. Donc faites-le. Est-ce que vous accompagnez aussi les participants dans le processus d'obtention du visa? Tu as Ben, c'est répondu ça, déjà. oui. Euh, Alors, alors suivant les j'avance. pays, on a plus ou moins de contact avec les campus France ou les services consulaires, ça dépend. Donc, sollicitez-nous pour voir ce qu'on peut faire pour vous aider. Si, voilà, après, il y a tous les ans, il y a des étudiants pour qui ça se passe très bien. Ils suivent le circuit classique, il n'y a pas de problème, ils ont leur visa. Il y en a d'autres pour lesquels il y a des freins. Il y en a qui n'arrivent pas à obtenir de rendez-vous. Il y en a qui ont des refus de visa. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, dites-le nous et on essaye de vous aider dans la mesure de nos possibilités. Ce n'est pas trop tard pour s'inscrire au Campus France? Ben non, dans la mesure où la formation commence en ligne le 1er décembre, il n'y a pas de souci. Et en présentiel, la formation commence le mardi 6 janvier, donc il y a normalement le temps nécessaire. Ok. Alors, quelles sont les conditions pour avoir une bourse au CIEDEL? Alors, la condition, c'est essentiellement de remplir un dossier et d'argumenter sa demande. C'est-à-dire que ben, vous devez bien vous douter qu'on a beaucoup de demandes, on ne peut pas satisfaire tout le monde, donc il faut constituer un dossier. Les éléments qu'on prend en compte, il y a le genre, l'âge, le fait que le candidat soit soutenu ou pas par une structure, le fait que le candidat ait un bailleur, le fait que le candidat ait un apport suffisant par ailleurs, le fait que le candidat ait un projet professionnel solide. Voilà, il faut vraiment constituer un dossier, il y a une commission qui l'examine. Quelles conséquences si l'on ne trouve pas de bourse et qu'on remplit tous les critères, sauf la bourse ou le sponsor? Ben, la conséquence, ça sera le report de votre formation. Si vous n'avez pas les fonds suffisants, il faudra reporter pour remettre à l'année prochaine, en espérant entre-temps avoir trouvé des fonds par ailleurs. Les justificatifs de logement ne sont-ils pas obligatoires pour l'obtention du visa? Ah ben si, bien sûr. Si. Si, si, tout à fait. Il faut, les services consulaires vont vous demander de justifier de votre logement, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le CIEDEL ne va vous faire une attestation de logement que si il vous loge. C'est-à-dire que si vous avez si vous avez une autre façon de trouver un logement que pas, si vous êtes logé tout seul parce que vous avez fait des démarches auprès d'une résidence étudiante de votre côté, c'est pas le CIEDEL qui va vous donner l'attestation de logement, c'est cette résidence. Donc, quelles sont les dates prévues pour le démarrage et la clôture de la formation? Alors ça, on l'a dit, 1er décembre jusque 26 juin, la fin 26 de la juin. formation. Envisagez-vous de mettre en place des formations délocalisées en Afrique à l'instar de ce que Bioforce a déjà réalisé? Mhm. Ça, je vais répondre, Sophia, si tu permets. Bien sûr. Alors, le CIEDEL a toujours eu la position suivante, c'était d'accompagner des initiatives locales de personnes qui décident d'ouvrir des centres de formation dans leur pays et auquel cas on peut
accompagner ces initiatives, mais on ne va pas devenir un centre de formation délocalisé dans un autre pays. Donc nous sommes en relation, nous avons un réseau, nous sommes en relation avec des centres de formation qui ont été initiés par leurs promoteurs dans différents pays, que ce soit au Pérou, au Togo, à Madagascar. Voilà, je ne vais pas faire toute la liste. En Italie aussi, nous sommes en lien aussi avec des centres de formation en Guinée, mais notre vocation n'est pas de créer des antennes du CIEDEL. Voilà. Ok. Donc des questions sur la période d'inscription. Alors, quelle est la période des inscriptions? Et une autre question, l'inscription pour le Campus France doit se faire quand exactement? Après avoir reçu l'attestation d'inscription ou pas? Alors, il y a deux questions. Excuse-moi, du coup, j'ai tout oublié. Donc, Pardon, la pour période Campus d'inscription France, déjà pour le alors la CIEDEL. période, en fait, un dossier de candidature, par principe, vous pouvez l'envoyer quand vous voulez. Et suivant la date à laquelle vous l'envoyez, ben, vous pourrez ou pas, suivant les délais, suivant l'état de votre financement, intégrer la promotion 25-26 ou bien la promotion 26-27. C'est-à-dire que ceux qui envoient un dossier aujourd'hui, s'ils ont les financements, s'ils ont un passeport qui est prêt, si tout est prêt de leur côté, il n'y a pas de souci pour commencer en décembre. Mais quelqu'un qui envoie un dossier aujourd'hui, qui n'a pas le premier sou pour financer, qui n'a pas de passeport en cours de validité, qui n'a pas préparé son entourage, sa famille, son employeur actuel à partir pendant 6 mois, ben, ça sera plutôt une formation qui sera prise en compte pour l'année prochaine. Donc voilà, mais pardon. Il faut compter quand même entre le moment où le dossier arrive, suivant l'état de préparation dans lequel vous êtes, il faut compter au moins 2 mois, voire 3 et parfois plus, quoi. Donc là, la formation en présentiel commence en janvier. Si vous voulez être là en janvier, il faut absolument que votre dossier, nous l'ayons dans les 15 jours, quoi. Parce qu'après, il Euh, faut du temps pour réunir le financement ou le transférer, obtenir un visa, faire toutes les démarches nécessaires. Donc, il faut anticiper au maximum. Donc, ceci dit, si vous envoyez un dossier maintenant et qu'il est validé et que vous n'avez pas le temps, si vous n'êtes pas prêt pour le janvier, ben, vous pourrez commencer l'année prochaine, où la rentrée sera en septembre ou octobre, et ça vous laisse un peu plus de temps pour préparer. Et il y alors avait une la question sur les question, délais Campus France. ouais, c'est ça. Est-ce que c'est avant d'avoir reçu l'attestation d'inscription ou pas? Alors, Campus France, ça dépend des pays. Je ne sais pas comment ils fonctionnent tous, mais en règle générale, c'est des rendez-vous qui se prennent en ligne. Et au moment quand on prend rendez-vous, je pense qu'il faut déjà avoir son dossier constitué avec des documents valides. C'est-à-dire qu'il faut déposer tous les documents, l'attestation d'inscription, l'attestation de bourse, de logement. Mais après, ça dépend des pays. Il y en a qui fonctionnent un petit peu différemment. Il y en a qui acceptent d'avoir quelque chose comme un pré-dossier et plus qu'un dossier tout à fait complet. Donc, il faut vous renseigner chacun dans vos pays, dans vos campus France, comment ils fonctionnent, parce que c'est différent, hein. D'un pays à l'autre, c'est différent. C'est à vous de vous renseigner. Et Voilà, donc dernière là, je vois à question, l'image. Ah oui, non, pardon. pardon. Pour cette année, quand est-ce qu'on aura les attestations de bourse et d'hébergement? Alors, ça, on a une commission des bourses aujourd'hui, donc ça ne va pas tarder. C'est imminent, imminent. Ok, c'est bon. Voilà, donc ben, là, vous avez à l'image, à l'écran, vous avez le petit, comment on appelle ça, chronogramme, non? Oui. Le petit dessin qui vous explique le cheminement de votre inscription entre le moment où vous demandez des informations et le moment où vous débutez les cours. Donc,
Bah, vous avez tout ce qu'on vous a dit, en gros, hein. Donc, la demande d'information au départ. Ensuite, vous déposez votre dossier de candidature qui est examiné par un comité pédagogique. S'il est validé, vous recevez la préinscription, le devis et vous pouvez déposer une demande de bourse au CIEDEL et chercher des financements par ailleurs. Ensuite, une fois que vous avez réuni votre financement, que nous, on l'a reçu, votre inscription est validée et vous pouvez faire votre demande de visa si besoin. Après, cela, on a un petit peu axé sur ceux qui sont dans d'autres pays que la France. En France, évidemment, c'est un petit peu différent. Mais il y a aussi le circuit est le même au départ. Ce qui change, c'est essentiellement la demande de financement, la recherche de financement. Et évidemment, il n'y a pas besoin de visa. Voilà, donc on a, je pense, à peu près fait le tour. Je vous redonne la parole, chers collègues. Ok, merci Catherine. Ben, je pense qu'on a effectivement fait le tour. Comme moi, je partageais mon écran, j'ai pas pu voir les questions et les commentaires. Mais en tout cas, on vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. N'hésitez pas à prendre attache avec nous pour avoir des informations complémentaires, à nous envoyer vos questions et à remplir un dossier et en espérant, euh, en tout cas que ce webinaire aura été utile et que nous vous retrouverons pour certains d'entre vous en formation dans l'année qui vient ou dans les années à venir pour ceux qui auront besoin de plus de temps pour préparer leur venue. Voilà. Merci encore. Sophia, je te laisse dire le petit mot de la fin et Oui, bah, merci à tous pour votre participation. Et donc pour ceux qui auraient raté des morceaux du webinaire qui seraient arrivés un petit peu plus tard, et ben on va vous envoyer un mail d'ici la semaine prochaine avec voilà, un replay ou des informations complémentaires ou du moins voilà, les coordonnées pour nous contacter. Voilà, merci à tous. merci. Au revoir à tout le monde. Je réautorise les micros. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Merci, au revoir.